Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre avec cette image. Le 20 avril 2022, on y voit un tir de missile Sarmat testé depuis la Russie. Une image fournie par l'agence de presse russe Sputnik. Ce missile a été surnommé Satan 2 pour indiquer bien sûr sa redoutable puissance puisqu'il serait capable de frapper la plupart des pays du globe. L'invasion de l'Ukraine par la Russie marque une rupture majeure de notre histoire du 21e siècle. C'est le retour de la guerre au cœur de l'Europe, mais aussi le retour de la menace nucléaire, formulée explicitement par le dirigeant de l'une des plus grandes puissances du monde. Vladimir Poutine a changé les règles du jeu nucléaire, qui consistait jusqu'ici pour un État à faire connaître ses capacités nucléaires, mais sans parler de s'en servir. Vladimir Poutine a brisé un tabou. Alors on a voulu dresser un état des lieux de ces armes, aussi puissantes que terrifiantes. Sortons nos cartes. L'ère atomique débute le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique. L'armée américaine teste la première bombe à fission nucléaire, aboutissement du projet Manhattan lancé à l'été 1942 par crainte d'une bombe nazie qui ne sera finalement jamais développée. 6 août 1945, Washington lance une bombe de 15 kilotonnes de TNT sur Hiroshima, tuant 140 000 personnes, essentiellement des civils. Le 9 août, à Nagasaki, une seconde bombe de 20 kilotonnes fait 70 000 victimes. Résultat, le Japon capitule, la Seconde Guerre mondiale prend fin, l'arme atomique devient le symbole de la puissance militaire absolue. 1949, en pleine guerre froide, l'URSS rattrape son retard avec une bombe A testée au Kazakhstan. États-Unis et URSS vont ensuite développer des bombes H beaucoup plus puissantes. C'est l'équilibre de la terreur, la dissuasion nucléaire reposant sur la menace de destruction mutuelle assurée. À ce jour, Washington et Moscou n'ont jamais osé s'attaquer directement. 3 autres États vont ensuite rejoindre ce club fermé. Le Royaume-Uni, qui teste sa première bombe dans les lointaines îles Montebello en 1952. La France fait son premier test dans le désert algérien en 1960. Enfin, la Chine dans le Xinjiang en 1964. Les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, restent les seules puissances nucléaires officielles. Suite à la crise des missiles de Cuba, en effet, qui conduit les États-Unis et l'URSS au bord de la Troisième Guerre mondiale, un traité de non-prolifération est signé en 1968, reconduit sans date limite en 1995. Ce TNP engage les 5 grands à ne pas diffuser armes ou techniques nucléaires aux autres États parties, 191 actuellement, en échange d'une coopération dans l'atome civil. Résultat, une série de pays stoppent leur programme nucléaire militaire ou renoncent à les développer. Brésil, Argentine, Australie, Suède, Suisse, Algérie, Kazakhstan, Biélorussie, Indonésie ou encore Corée du Sud. L'Afrique du Sud est le seul État à abandonner à la fin de l'apartheid une bombe déjà testée. En même temps, de vastes zones sans armes nucléaires sont créées dans l'hémisphère sud. En dehors des 5 grands, il existe 4 puissances nucléaires non officielles. D'abord, 3 États ayant refusé de signer le TNP en raison de leur géopolitique conflictuelle. C'est le cas notamment d'Israël, pour qui l'arme nucléaire, développée avec l'aide française dans les années 1950, sert d'assurance ultime face à ses voisins ennemis des différentes périodes. Et puis il y a les 2 frères ennemis, Inde et Pakistan. Le premier test indien date de 1974, suivi de 5 essais au Rajasthan à la mi-mai 1998, provoquant 5 tests retour pakistanais à la fin du mois de mai. Développé par le docteur Khan, héros national, le Pakistan considère cette première bombe islamique comme un égalisateur de puissance. Le même docteur Khan va aider un dernier pays à développer un programme nucléaire secret, la Corée du Nord. Traumatisé par la menace du général américain MacArthur de vitrifier le pays pendant la guerre de Corée, Pyongyang relance ses recherches après la première guerre du Golfe. Le pays quitte le TNP en 2003, fait son premier test souterrain à Punggye-ri en 2006 et 5 autres depuis. Le régime estime que c'est sa meilleure garantie de survie face à la présence américaine en Corée du Sud, au Japon et à Guam. Pour Kim Jong-un, Saddam Hussein n'aurait pas été renversé en 2003, ni Muammar Kadhafi en 2011, s'ils avaient eu la bombe atomique. Pyongyang a aussi aidé la Syrie à développer une centrale à Al-Kibar,
détruite par Israël en 2007. Reste qu'en 2022, Pyongyang n'aurait que 20 à 40 bombes atomiques selon la CIA. Les 9 dixièmes des 12 705 ogives mondiales sont détenues par la Russie et les États-Unis, selon la Federation of American Scientists. Le reste est réparti entre la Chine, 350, la France, 290, le Royaume-Uni, 225, le Pakistan, 165 et l'Inde, 160, enfin Israël, 90. Seul élément contrebalançant ce sombre état des lieux, le nombre d'ogives a été divisé par 6 depuis 1986, 70 000 à l'époque, suite au traité START de désarmement post-guerre froide. Maigre compensation, car l'arsenal mondial permet toujours de détruire la planète. Et puis on l'a dit, la guerre en Ukraine et les nouveaux missiles en développement ont relancé le débat sur l'utilisation de ces armes nucléaires. Resteront-elles des armes de dissuasion, c'est-à-dire faites pour ne jamais être utilisées, ou va-t-on vers leur banalisation avec des missiles nucléaires tactiques utilisables en cas de conflit? C'est la crainte réveillée par le nouveau discours de Vladimir Poutine depuis son offensive sur l'Ukraine et l'occasion pour nous de passer en revue l'état des stocks pour chacune des 5 grandes puissances. Détenteurs de 96% des ogives, les 5 grands sont aussi les seuls à pouvoir frapper le monde entier avec des missiles. Les ICBM, avec plus de 5500 km de portée, sont tirés depuis la Terre. Mais il y a aussi des missiles tirés de la mer et des airs, c'est ce que l'on appelle la triade stratégique. Seuls les États-Unis, la Russie et la Chine maîtrisent ces 3 composantes. La Corée du Nord peut seulement tirer des missiles depuis la Terre, capables d'atteindre les États-Unis. Israël, l'Inde et le Pakistan peuvent tirer leurs missiles de la terre et des airs. La France, de la mer et des airs. Et le Royaume-Uni n'a que la composante océanique, mais c'est la plus importante pour la dissuasion, car elle permet une seconde frappe en cas d'attaque. C'est pourquoi les 5 grands gardent en permanence des sous-marins en mer. Les Américains possèdent en tout 14 sous-marins lanceurs d'engins, les Russes 10, les Chinois 6, et les Anglais et Français chacun 4 sous-marins. On voit ici les bases de sous-marins des 5 grands. La base française est à l'île Longue, près de Brest. Mais hélas, contrairement aux missiles longue portée, les traités limitant les missiles moyenne portée et les missiles antimissiles ont été abandonnés ces 20 dernières années. Résultat, on assiste à une nouvelle course aux armements, notamment en Europe. Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Turquie hébergent déjà l'arme nucléaire américaine via l'OTAN. S'y ajoutent les bases du bouclier antimissile dirigé de Ramstein en Allemagne, avec une station radar en Turquie et des moyens d'interception en Roumanie, Pologne et Espagne. Quant à la Russie de Vladimir Poutine, depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et surtout depuis l'agression de l'Ukraine le 24 février 2022, elle a fait voler en éclats le mémorandum de Budapest de 1994 qui protégeait le pays après sa dénucléarisation post-indépendance. En mars, le Kremlin a fait tirer un de ses nouveaux missiles hypersoniques, volant à 10 fois la vitesse du son, frappant l'Ukraine et menaçant les forces de l'OTAN en Pologne. Les conséquences de cette guerre sont mondiales. Partout, des pays dits du seuil, c'est-à-dire ayant la technologie et de l'uranium enrichi ou du plutonium, hésitent à se doter de la bombe comme dissuasion. Cela vaut pour le Japon, actuellement sous parapluie nucléaire américain, mais aussi la Corée du Sud et l'Australie, qui se méfient de la puissance chinoise. En 2021, Canberra a décidé de se doter de 8 sous-marins à propulsion nucléaire américains dans les prochaines décennies, suite à l'accord de défense AUKUS. La Corée du Sud développe son propre missile balistique. Et que feront Taïwan ou l'Indonésie pour se protéger? Autre région, le Moyen-Orient. Ici en Iran, depuis qu'en 2018 Trump est sorti de l'accord international de limitation du nucléaire iranien, l'usine de Natanz produit désormais de l'uranium enrichi à 60%. De quoi rapprocher encore tous les pays qui redoutent une bombe iranienne, Israël bien sûr, mais aussi les autres États avec qui Tel Aviv a signé des accords de paix historiques, Bahreïn, les Émirats et le Maroc. Quant à l'Arabie saoudite, elle a déjà un programme nucléaire civil. Dans ce contexte, le monde entier espère que le tabou imposé depuis 1945 sur l'utilisation de l'arme atomique sera maintenu. Car voici l'impact qu'aurait apparu une ogive de 300 kilotonnes, 20 fois celle d'Hiroshima, qui existe dans tous les arsenaux modernes,
une boule de feu de 2 km², une onde de chaleur sur 125 km², et des radiations sur 14 km², provoquant 665 000 morts et 1 million de blessés. Quant à la Tsar Bomba soviétique, la bombe la plus puissante jamais testée, elle ferait plus de 6 millions de morts. Voilà pour cette brève histoire des armes nucléaires et ce tournant de la guerre en Ukraine avec les menaces explicites de Vladimir Poutine qui contreviennent aux règles du jeu nucléaire. On l'a vu, de nombreux États ont fait le choix de l'arme nucléaire comme seule puissance. C'est le cas de la dynastie des Kim en Corée du Nord, pour qui la bombe évite le renversement de régime. Ironie du sort, au début des années 90, l'Ukraine détenait 17% des armes nucléaires de l'URSS. Elle a accepté de s'en défaire lors du mémorandum de Budapest en 1994. Si elle les avait conservées, Moscou en 2022 aura-t-elle risqué l'invasion? Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.